Bienvenue dans Partageons l'économie, le forum organisé par la Tribune consacré à l'engagement RSE au temps des actes. Vous pouvez nous suivre en replay et en direct sur latribune.fr. Vous pourrez nous écouter en podcast sur Spotify. Alors au cours des 45 prochaines minutes, nous allons traiter de la transformation durable des entreprises, une transformation dont la preuve est désormais exigée, notamment au travers de mesures d'impact et de reporting. Alors avec nous pour en discuter, Eva Sadoun, qui est présidente et cofondatrice de Lita, qui est une plateforme d'investissement dans des entreprises ayant un impact positif. Eva, bonjour. Bonjour. Et vous êtes aussi coprésidente du mouvement Impact France qui fédère les acteurs de l'entrepreneuriat social, c'est ça? Et de l'entrepreneuriat écologique, de tout l'entrepreneuriat engagé au sens large. D'accord. Pascal Lagarde, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur exécutif et à la direction de l'international de la stratégie des études et du développement de BPI France. BPI France étant, on le rappelle, une banque publique d'investissement qui est notamment centrée sur les PME et sur les jeunes entreprises. À ma droite, Pierre-François Thaler, bonjour. Vous êtes le fondateur et PDG d'Ecovalis, qui est, alors pour résumer, une plateforme d'évaluation de la performance RSE des entreprises, évaluation qui est censée participer à l'amélioration des pratiques, justement. Exactement. Et je suis cofondateur et co-PDG parce qu'on est deux associés, deux fondateurs et deux PDG. Donc on se partage tout depuis le début de l'aventure Ecovalis avec Frédéric Trinel. Parfait, merci beaucoup. Eva, pour commencer, je voudrais mettre un petit peu de concret parce que c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, le temps des actes, le temps des preuves. Alors quand on parle de mesures et de transformation de l'entreprise, finalement, qu'est-ce qu'on mesure dans une entreprise et comment est-ce qu'on le mesure quand on veut savoir si elle est engagée ou si elle se transforme ? C'est vrai que la théorie, le test de l'engagement, en fait, c'est quelque chose qui est très partagé aujourd'hui, qui peut être tant un outil marketing puissant, effectivement, pour fédérer des consommateurs autour d'une vision, que vraiment un enjeu de transition d'une entreprise. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de transition de l'entreprise, il faut s'intéresser aux critères et de quoi on parle réellement. Parce que les critères et le reporting, ça peut amener énormément, comme ça peut être encore pire. Parce qu'en fait, on peut reporter un peu n'importe quoi. Les méthodologies peuvent être tellement complexes qu'elles peuvent occulter et invisibiliser les réelles inégalités. Donc, il faut vraiment s'intéresser à ces critères-là, les comprendre. Et nous, quand on parle de transition sociale et écologique, donc effectivement, je co-préside un réseau d'entreprises engagées qui veut proposer une voie alternative à celle des partenaires sociaux aujourd'hui pour que, en fait, l'entreprise soit un vecteur de transition sociale et écologique. Donc, pour nous, quand on regarde une entreprise, qu'est-ce qu'on se pose comme question réellement? C'est déjà quel est son impact social? Donc, comment est-ce qu'elle recrute? Est-ce que ses emplois sont pérennes? Est-ce qu'elle assure une forme de parité ou de diversité au sein de ses salariés, dans ses organes de gouvernance, etc. Donc, est-ce qu'elle est réellement présente, cette parité, ou est-ce que c'est une parité déguisée? On s'intéresse à l'impact écologique, donc réellement les impacts dans les 3 scopes, parce que effectivement, il y a aujourd'hui beaucoup de mesures, mais aujourd'hui, peu d'entreprises communiquent réellement sur toutes leurs externalités environnementales. Elles communiquent généralement sur leur scope 1, c'est-à-dire l'impact qu'elles ont réellement dans l'entreprise, mais rarement sur le scope 3. Ça veut dire toutes les externalités environnementales qu'elles ont sur toute leur chaîne de valeur. On s'intéresse aussi au partage de la valeur. Ça, c'est quelque chose qui, effectivement, a été un peu mis au second rang par beaucoup d'entrepreneurs, c'est-à-dire comment est-ce que la valeur financière est réellement partagée auprès de ses salariés. La participation salariale, par exemple ? Notamment, effectivement, donc le partage de la plus-value, le partage de l'actionnariat, le partage même des rémunérations. Donc, effectivement, nous, on milite pour des écarts de rémunération qui sont un peu plus raisonnables. Le partage aussi sur les variables, etc. Comment ces variables sont définies, sur quels critères. Et le partage du pouvoir. Donc, comment est-ce que les décisions sont prises dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a Chez Ecovalis, ça a l'air très partagé, le pouvoir. Oui, en tout cas, auprès des cofondateurs, réellement, yes. Effectivement, pour qu'on puisse avoir des entreprises qui sont ou pas nécessairement autogérées par leurs salariés ou qui aient une autodétermination, mais qu'à minima, on ait une participation des salariés au processus de décision, notamment sur des décisions importantes, pas sur les petits trucs du quotidien, mais quand il y a une session ou quand, effectivement, on va avoir un impact réel, en fait, auprès de ces salariés. Et on a vu que dernièrement, notamment pendant la période de crise, peu ont pu participer aux décisions assez arbitraires qui ont été prises par les dirigeants pour sauver les entreprises. Alors c'est intéressant ce que vous disiez sur la mesure de l'externalité de l'entreprise. Souvent, on mesure effectivement l'impact de l'entreprise sur des critères assez restreints. Comment est-ce qu'on peut saisir aujourd'hui, et comment est-ce que vous le faites chez Ecovalis, l'intégralité des répercussions d'une entreprise sur toute sa chaîne de valeur ?
Alors, c'est compliqué parce que la chaîne de valeur, elle est extrêmement fragmentée. Voilà. Tout d'abord, c'est un sujet très important parce qu'effectivement, quand aujourd'hui vous achetez un téléphone ou une voiture, voilà, les impacts environnementaux et sociaux, ils vont pas être essentiellement chez Apple ou chez Renault, ils vont être à 80% dans la chaîne d'approvisionnement. Voilà, quand on regarde des sujets tels que les émissions de CO2, voilà, pour la plupart des grands groupes, dans les biens de grande consommation par exemple, 80% des émissions de CO2 voilà, viennent de la chaîne amont. Quand on s'intéresse aux problématiques de droits de l'homme, c'est très souvent dans la chaîne de valeur. Voilà, donc c'est là qu'est l'essentiel des problématiques. C'est compliqué parce que c'est fragmenté. Il y a 40 entreprises du CAC 40, voilà, mais ces 40 entreprises du CAC 40 s'approvisionnent chez environ 500 000, peut-être 1 million de fournisseurs dans le monde. Voilà, donc c'est extrêmement fragmenté. Si on regarde au niveau 2 ou au niveau 3, les fournisseurs des fournisseurs, voilà, ça devient exponentiel. C'est compliqué, mais c'est possible ou c'est compliqué et c'est impossible ? Ça devient possible, donc il faut des solutions innovantes. Donc c'est ce qu'on a fait avec Ecovadis il y a 14 ans quand on a créé la société. On s'est dit, est-ce qu'on peut, avec de la technologie voilà, et de la standardisation, créer une plateforme qui permette aux entreprises de mutualiser ces évaluations fournisseurs, de faire en sorte que les fournisseurs soient évalués une fois et puissent partager leur évaluation avec différents de leurs clients. Voilà, donc on opère cette plateforme aujourd'hui avec 850 salariés un peu partout dans le monde. On évalue 50 000 entreprises par an. Voilà, ça représente un volume d'affaires ou le volume d'achat des clients qui utilisent la plateforme est de 1500 milliards de dollars maintenant par an. Donc voilà, ça atteint une certaine taille. Et donc c'est possible. Il faut pouvoir capturer des informations dans les différents pays. Il faut pouvoir s'adapter à la taille des sociétés. Voilà, ce qu'évaluer une PME de 50 personnes en Chine, c'est pas les mêmes choses qu'évaluer une grande entreprise en France. Donc en utilisant de la technologie, voilà, pour industrialiser le process, en utilisant toutes les sources de données qui sont maintenant disponibles. Il y a beaucoup d'ONG qui remontent des informations sur le terrain dans beaucoup de pays différents. Voilà, ça devient possible, mais on est encore en train adresser la partie immergée de l'iceberg, si je puis dire. Ecovadis, on a 50 000 entreprises qu'on note. Voilà, on estime qu'il y a à peu près 5 millions d'entreprises dans le monde qui sont les fournisseurs des Fortune 500. Voilà, donc on a encore 100 fois plus à faire dans les années qui viennent pour arriver à couvrir l'ensemble des chaînes d'approvisionnement. Est-ce qu'Alain Garde, vous êtes un établissement financier. Est-ce que vous demandez justement aux entreprises que vous avez en portefeuille des preuves de leur engagement? Et si oui, lesquelles? Qu'est-ce que vous jugez? Qu'est-ce que vous examinez? Alors, en fait, ce qu'on a... D'abord, une première chose, c'est que Bpifrance intègre la dimension extra-financière depuis sa création, en fait. Hein, c'est dans la loi de création, ce qui est une singularité, en fait. On a clairement, la loi nous le demande. Et alors, en fait, Bpifrance, on a une assez forte proximité à la fois géographique et opérationnelle avec les entreprises. Donc, nous, notre premier souci, c'est de les accompagner dans la transformation, en fait, et via cette proximité. Par exemple, et notamment dans la transformation climatique, parce que ça, on pense que c'est d'une très grande urgence, en fait. Il y a vraiment beaucoup de raisons de mettre ça en priorité. Et pour ce faire, on vient de lancer un assez grand plan climat. Enfin, quand je dis on vient, ça fait un peu plus d'1 an, dans lequel on fait 17 chantiers internes. Enfin, il y a vraiment... Et ça couvre l'ensemble de notre activité. On raisonne pas uniquement sur des produits spécifiques, mais sur l'ensemble de l'activité. Et alors, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est à la fois un accompagnement de changement d'état d'esprit, mais aussi un accompagnement avec des outils et des formations concrètes. Donc, c'est là où on commence à rentrer dans le sujet de la preuve. C'est-à-dire qu'il va falloir faire passer l'idée qu'il faut faire, mais en plus, il faut le prouver. Démontrer. Quoi. Voilà. Mais la première chose à faire, c'est quand même de dire aux gens, il faut le faire. Et pour leur dire qu'il faut le faire, nous, on pense qu'il n'y a rien de tel que les témoignages de pairs qui ont réussi des choses et qui expliquent que c'est bon pour le business, bon pour la visibilité, bon pour les relations avec les donneurs d'ordre, évidemment, bon avec les relations avec l'écosystème, comme vous le disiez. Donc voilà, il y a ce passage-là. Au-delà de ça, nous, on a mis en place tout un tas d'outils. Des études lors de l'instruction des dossiers. Donc, lorsqu'on instruit un dossier d'investissement, notamment... Donc, pour accorder un prêt, pour faire un investissement dans une entreprise, vous demandez, avant d'investir, d'apporter des preuves. Et on fait une sorte de
de bilan en fait de ce qu'il y a dans l'entreprise. Hein, voilà. Alors c'est pas quelque chose d'ultra sophistiqué, notamment parce que notre cible principale, ce sont des petites entreprises. Hein. Donc voilà, en nombre en tout cas. Et sur les très grandes, je dirais là, on fait des vrais. Il y a des deals très importantes, mais sur les très petites, voilà. Et en fait là, on prend une position, notamment en investissement direct, on prend une position d'engagement. C'est-à-dire qu'en gros, on signe une lettre d'engagement extra-statutaire, si vous voulez, avec l'entrepreneur. On a identifié 2 ou 3 axes de progrès sur lesquels on va suivre ces axes de progrès. Ça, je crois que c'est assez important et je pense que notre principal apport, c'est d'aller plutôt vers le progrès que vers le constat. Et donc c'est une sorte de principe de réalité, en fait, par rapport au postulat de départ, là où se trouve l'entreprise, la marge de progression possible. Exactement. Et puis par ailleurs, on met en place avec ces entreprises des formations actions, des choses comme ça, y compris avec les plus petites. On a même fait des formations pour les ODD, pour les TPE. On a l'impression justement que ça bloque quand même un peu plus au niveau des PME, au niveau des TPE. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lever ces freins de transformation à cette échelle-là, parce qu'il y a aussi moins de contraintes sûrement que ce qui s'applique sur les grands groupes. Alors, évidemment, comment dirais-je, le fait d'avoir des éléments probatoires, des éléments de transparence, c'est extrêmement important. On l'a tous dit, hein, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et de toute façon, la réglementation va dans ce sens. Les grands groupes, eux, de toute façon, ils sont déjà sous une forme de réglementation extrêmement importante, hein, puisque les grands groupes et les ETI, en fait, hein, puisqu'on est au niveau de 500 personnes actuellement. Donc, il y a déjà en tout cas une certaine forme de transparence. Les PME, c'est un petit peu différent. On avait fait une étude il y a quelques temps sur le sujet. 90% des entrepreneurs qu'on avait interrogés nous disaient « oui, c'est quelque chose d'important pour moi ». Donc c'est pas mal. Mais seulement 1 sur 4 avait mis en place un vrai plan dans le domaine. Entre le déclaratif et la réalité. Oui, je fais le constat le même que le vôtre, c'est qu'on a un problème de transfert. Donc nous, ce qu'on pense, en fait, c'est que, 1, il faut communiquer, ça c'est ce que je disais tout à l'heure, et 2, il faut mettre en place des outils d'accompagnement, c'est-à-dire d'accompagnement non financier, avec plusieurs choses. Moi, je pense qu'il y a à la fois des outils de sensibilisation, comme je disais tout à l'heure, mais aussi des formations, des diagnostics, alors plus ou moins complexes. Nous, on a des diagnostics en ligne, par exemple, à BPI-France, qui sont gratuits. On peut faire, par exemple, son diagnostic climat, c'est-à-dire où j'en suis dans la transition, en fait. Donc ça donne une première vision des choses. Et une fois qu'on a fait ça, il faut donner une boîte à outils. Et c'est la partie la plus compliquée, la boîte à outils. Justement, les entreprises manquent parfois un peu de ressources pour effectuer cette transformation. Et surtout en ce moment, la situation économique est quand même pas évidente. Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Est-ce que vous avez justement des idées d'outils, Eva, à mettre à disposition, notamment des PME, petites entreprises? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, il y a effectivement des études qui ont été faites depuis 2-3 ans déjà, et les dirigeants ont conscience de leurs responsabilités, notamment vis-à-vis du climat, parce que c'est une urgence qui est palpable, et notamment aussi vis-à-vis de leurs salariés ou des enjeux de parité. Sauf que, au final, ça ne change pas. La trajectoire ne change pas. On ne peut pas laisser le libre marché en fait faire. Et il va falloir trouver un cadre qui permet d'inciter ces entreprises à faire leur transition, parce que pour certaines, ça demande de changer complètement leur modèle d'affaires. Pour certaines, ça demande d'avoir des ressources financières aussi. Bah oui, mais en fait, pour certaines boîtes, concrètement, changer 1 ou 2 fournisseurs ou recruter la moitié d'insertion, ça va. D'autres entreprises se trouvent face à un problème, c'est que elles ont un métier, une mission qui crée des externalités négatives. Donc, elles vont être obligées vraiment de changer leur modèle d'affaires, donc leur modèle économique. Et pour ces entreprises-là, on a besoin effectivement d'incitants. Donc, nous, ça fait effectivement 6 mois, que ce soit pendant la loi des finances ou pendant la dernière loi climat ou là, la loi sur l'égalité professionnelle, qu'on milite pour qu'effectivement, il y ait des dispositifs d'accompagnement non financiers, mais aussi financiers, notamment en matière de subventions et en matière d'éco-conditionnalité, notamment des aides publiques. Donc, là où l'État est exposé, notamment là, on a un amendement qui est passé qui touche BPI, on est content, sur l'égalité professionnelle. Maintenant, effectivement, tous les entrepreneurs de plus de 50 salariés, les entreprises de plus de 50 salariés, alors qu'avant c'était 500 ou 1000 salariés, devront publier l'ensemble des critères de l'index et fixer une trajectoire à 75 et
et un moyen d'atteindre les objectifs si tant est qu'on n'ait pas un index professionnel de 75. Et ça, effectivement, on en a besoin sur toutes les problématiques en termes d'impact écologique ou d'impact social. On a besoin effectivement aussi d'incitation fiscale. C'est ce qu'on a fait pour l'innovation à une période, donc c'est quelque chose qu'on a pu faire parce qu'on a pensé que c'était un enjeu pour la France, pour sa notoriété, pour la richesse d'une nation. Et aujourd'hui, l'enjeu écologique et l'enjeu sociétal, c'est l'enjeu des nations aujourd'hui. Donc on peut mettre en place des dispositifs fiscaux, comme on y a eu sur les JEI ou le PIA, etc., qui permettent d'accompagner avec des cotisations salariales plus faibles ou avec des impôts de production diminués, etc., les entreprises à faire leur transition. Parce que malgré toute leur bonne volonté, je ne vais pas citer, mais j'ai parlé à une personne représentant d'un grand syndicat patronal qui nous disait qu'aujourd'hui, pour les PME, c'était concrètement, financièrement, pas possible. Il fallait être super capitalisé, surtout pendant cette période, pour pouvoir investir dans la transition. Donc, il va falloir qu'il y ait des dispositifs d'accompagnement financier aussi. C'est étatique aujourd'hui. Ce que le mouvement que vous appelez, c'est à une aide de la part de l'État. C'est à une aide de la part de l'État ou des investisseurs, effectivement, pour qu'ils conditionnent maintenant leur financement qui puisse être incitatif pour que les entreprises puissent faire leur transition. Mais oui, j'appelle à un cadre de l'État, mais aussi peut-être un cadre fiscal européen, notamment vis-à-vis de la TVA, pour que ce soit aussi moins cher de consommer des produits qui sont bien faits. Parce qu'une entreprise qui fait du dumping social ou fiscal, c'est parce que ça coûte moins cher sur son compte de résultat aujourd'hui. C'est pas normal. Il faut arrêter avec cette prime au vice et qu'il y ait une prime à la vertu d'une certaine manière pour les entreprises qui produisent bien et qui recrutent convenablement les particuliers, les salariés, pardon. Alors, convaincre les entreprises, c'est aussi leur faire comprendre, évidemment, le bénéfice qu'elles peuvent tirer à avoir un positionnement durable, un positionnement responsable. Les convaincre, ça passe par les arguments économiques. Aujourd'hui, quel intérêt économique peut trouver une entreprise à adopter ce positionnement ? Alors, il y en a de plus en plus et ça bouge pas mal depuis un an. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut des accompagnements, un effet d'entraînement pour les PME, peut-être des aides étatiques dans certains cas. Je pense que le levier le plus important, c'est d'augmenter leur chiffre d'affaires. Voilà. Et ça, c'est possible au travers du levier des achats des grands groupes, qui est souvent sous-estimé. Ecovadis, on est encore un petit acteur, mais les 500 clients donneurs d'ordre qui utilisent notre plateforme représentent, je disais tout à l'heure, déjà 1 500 milliards d'euros d'achats tous les ans. Voilà, c'est plus que le plan de relance européen. Donc mobiliser quelques pourcents de ces 1 500 milliards vers des fournisseurs vertueux, ça a un énorme impact. Voilà, c'est en train de se passer. Il y a beaucoup de grands groupes qui utilisent la RSE comme un critère de qualification des fournisseurs. Voilà, on ne travaille pas avec les fournisseurs qui ne respectent pas un minimum de normes environnementales et sociales. Voilà, c'est une barrière à l'entrée quelque part. Voilà, c'est nécessaire, mais ce n'est pas le plus vertueux. On a par contre de plus en plus de nos clients qui intègrent les notes Ecovadis comme un critère d'évaluation à l'occasion de l'attribution des marchés. Donc, je fais un appel d'offres pour du transport routier ou du transport international. Voilà, 50 millions de marchés. La note RSE va compter à hauteur de 10% dans l'attribution du marché. Voilà, donc, ça veut dire que les fournisseurs qui sont les mieux disants sur ce sujet, peuvent toutes choses égales par ailleurs, plus de chances de gagner le marché. C'est doublement intéressant en France parce qu'on s'aperçoit que les PME françaises sont parmi les mieux positionnées quand même dans le monde sur ce sujet-là, un peu moins que les PME nordiques, mais on publie un baromètre tous les ans avec le ministère des Finances sur la performance des PME françaises qui est plutôt bonne, donc plus... PME, donc PME, on est d'accord. Oui, ETI et PME, de façon générale, les entreprises françaises, il y a un contexte en France sur la RSE normatif, réglementaire, qui fait qu'on est plus avancé que les Américains, plus avancé que les Chinois, plus avancé que beaucoup de pays, même en Europe. Voilà, et donc plus les grandes multinationales vont pondérer la RSE dans l'attribution de leur marché, plus c'est une façon de redonner de la compétitivité aux entreprises françaises. Et on voit aujourd'hui dans les engagements qui sont pris par des grands groupes, notamment on parlait du climat tout à l'heure. Voilà, on travaille avec Schneider Electric. Il y a quelques semaines, Schneider Electric a annoncé qu'ils demandaient à leurs 2000 plus importants fournisseurs dans le monde de diviser par 2 leurs émissions de CO2 dans les 5 ans qui viennent. Voilà. Parmi ceux-là, il y aura des fournisseurs chinois ou américains qui ne pourront pas suivre ce niveau d'engagement. Voilà, les entreprises françaises qui sont capables de le faire, elles vont étendre considérablement leur activité avec Schneider Electric. Voilà, et c'est en train de se passer de la même façon aux États-Unis, c'est en train de se passer dans beaucoup de pays. Donc le passer d'une approche un peu défensive de la RSE en disant c'est se prémunir des risques de réputation, assurer la conformité avec les nouvelles lois qui sont en train d'être mises en place là au niveau européen. Voilà, c'est important,
mais ce qui est encore plus important, plus stratégique, c'est que ce soit un facteur de différenciation pour les entreprises. Voilà, et de dire aujourd'hui, si je suis un ETI, voilà, industriel, si je suis capable de décarboner beaucoup plus vite que les autres ou de me préparer à une économie net zéro, voilà, ça va être un atout formidable dans les années qui viennent pour gagner des marchés et augmenter le chiffre d'affaires. Alors vous avez cité justement différents marchés, vous avez cité les États-Unis, la Chine, l'Europe, en tout cas France, pays nordiques. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quand même des différences d'approche en matière de RSE, des différences culturelles fondamentales qu'il faut comprendre quand on est une entreprise française, par exemple, et qu'on veut aborder les États-Unis ou qu'on veut aborder la Chine? Alors, il y a des différences déjà de maturité sur ces exigences RSE, sur cette thématique. Voilà, je disais que la France était plutôt en avance. Les États-Unis étaient significativement en retard. Je dis était parce que depuis 18 mois, on a l'impression que ça change vraiment. Voilà, Ecovadis, on s'est lancé aux États-Unis il y a 4 ans, on est parti habiter là-bas. C'était très difficile pendant 4 ans. On prêchait vraiment dans le désert. Les Américains, les grandes entreprises, à part quelques très grandes entreprises du type Johnson & Johnson, Apple, HP, etc., qui sont calés sur des standards internationaux, mais la majorité d'entreprises américaines disaient plutôt, voilà, qu'est-ce que c'est que ces initiatives enfin, avait un peu du mal à comprendre. Voilà, ça change énormément depuis 18 mois, même avant l'arrivée de Biden. Il y a un effet de basculement, de bascule, je pense. Aujourd'hui, c'est le marché qui croît le plus vite pour Ecovadis. 2/3 de notre croissance vient des États-Unis. Donc là, voilà, ça a vraiment changé. Et on y fait la RSE comment aux États-Unis? Les standards sont à peu près les mêmes. Je dirais, on parlait, je crois, dans la table ronde précédente, on parlait de la bataille qu'il y a sur les standards RSE. Oui, tout à fait. Voilà, c'est vrai qu'il y a des discussions techniques sur la matérialité, l'approche est quand même assez similaire. Je dirais que c'est plutôt la maturité qui est différente. Voilà. Et puis après, si on parle d'autres régions, là, ça peut être très différent. On travaille beaucoup en Chine, par exemple. Le premier marché pour Ecovadis en termes d'entreprises évaluées, c'est la Chine, parce que c'est l'usine du monde et tous nos clients donneurs d'ordre ont énormément de fournisseurs en Chine. Et de façon assez étonnante en Chine, on voit qu'il y a une assez bonne adoption, voilà, de nos systèmes par les entreprises chinoises et un très fort intérêt, notamment sur toutes les problématiques environnementales. Voilà, quand on parle de santé, sécurité ou des droits de l'homme, voilà, ça c'est un autre sujet et c'est beaucoup plus difficile. Mais notamment sur les problématiques environnementales, on voit que les PME industrielles chinoises, elles ont bien compris l'intérêt qu'il y avait à se différencier sur ce sujet-là. Pour gagner des marchés à l'export. Voilà. Certaines, elles sont en phase d'investissement et donc elles sont plus vite à se transformer que que l'industrie française parfois. Donc ça peut être l'avance qu'on a sur ce sujet, elle peut fondre assez. Il y a une agilité aussi de ces entreprises. Mais il y a une agilité et puis surtout le fait qu'elles soient en train d'investir, en train de croître. Voilà, c'est plus facile quand on construit des nouvelles usines de les mettre au standard que quand on a une ancienne usine qui stagne. Voilà. Mais par contre, effectivement, il y a des sujets qui sont beaucoup plus difficiles. Voilà. Et puis après, il y a des différences sectorielles, voilà, suivant les industries. Voilà, c'est pas les mêmes risques. Voilà, on parlait de la matérialité, c'est pas les mêmes risques qui sont les plus importants. Mais il y a, voilà, depuis un an, une vraie accélération. Enfin, nous, on sent une vraie accélération, un peu une bascule qui s'est faite après le mois de mars, notamment sur tout le sujet des risques dans les RSE dans les chaînes d'approvisionnement. Vous partagez ce constat, Eva, de votre côté, d'accélération, ou c'est trop lent pour vous, justement, à votre goût? Ce qui se passe aux États-Unis, vous voulez dire, ou Non, dans l'absolu, là, sur le côté accélération. Après, si vous avez quelque chose à ajouter sur les États-Unis, une remarque par rapport à ça, parce que c'est vrai que la plupart des standards, certains standards européens, mais essentiellement américains, analysent la RSE qu'à travers la chaîne de valeur et non pas l'utilité à proprement parler de l'entreprise. Oui. Parce qu'on sait que la crise climatique qu'on vit, notamment, pour prendre cet exemple précis, n'est pas liée uniquement à la mauvaise manière de faire des entreprises, mais au fait qu'il y a aujourd'hui, malheureusement, des entreprises qui vont devoir arrêter leur métier principal. Parce qu'il y a des métiers aujourd'hui qui ne devront pas exister demain si on veut protéger nos écosystèmes ou si on veut trouver une solution au réchauffement climatique. Et c'est pour ça que c'est très important de s'intéresser réellement à l'impact de l'entreprise dans sa mission. Et ce qui manque beaucoup aujourd'hui, dans beaucoup de standards RSE, et notamment dans les standards RSE américains, et notamment ceux des MSCI, etc., c'est vraiment l'utilité de l'objet de l'entreprise. Est-ce que son objet devrait
devrait pas changer. Parce qu'à un moment, on ne peut pas contracter, on peut changer de fournisseur, etc. Mais à un moment, ils ne pourront pas, en fait, quand notre métier, c'est d'extraire du pétrole, notre métier, c'est d'extraire du pétrole, quoi. Ou dans l'aéronautique, ou dans une partie du secteur automobile. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, on l'a vu aussi sur des standards climatiques, et notamment dans la conférence d'avant, il parlait de BlackRock. Ouais. La grande bataille qu'on a au niveau européen aujourd'hui, dans la mise en place des standards, là, plutôt sur le secteur financier, mais ça a un impact sur l'entreprise nécessairement, c'est qu'aujourd'hui, BlackRock n'analyse que la question du climat et de l'impact au niveau des risques physiques. C'est-à-dire, l'entreprise, en fait, en soi, va être impactée par le réchauffement climatique et elle va être touchée par des risques climatiques de sécheresse, etc. Et ces risques-là, ils sont analysés que du point de vue de l'entreprise. Donc, ça veut dire que l'algorithme de BlackRock, l'algorithme environnemental, donc de MSCI, est un algorithme qui va uniquement analyser cet impact au sein de l'entreprise, mais non pas toutes les externalités qui ne vont pas toucher le business de l'entreprise. Donc, on reste quand même dans une approche qui est très pro-business, alors qu'en Europe, quand même, la vision qu'on a d'analyse, c'est une analyse en termes d'externalité. Donc, vraiment, l'impact que le business a dans son écosystème. Et ça, il va falloir faire très attention parce qu'on a vu que dans le milieu financier, quand BlackRock a mis en place ses algorithmes financiers, ils sont tellement performants, ils sont tellement à bas coût, et surtout ils cassent les prix, etc., qu'ils inondent le monde. Donc moi j'ai très peur que l'algorithme extra-financier inonde le monde à son tour et qu'on ne puisse pas prendre le bon chemin, notamment de la mesure, et qu'on passe à côté des grands enjeux climatiques. Je vous vois réagir, Monsieur Lagarde. De l'autre côté de la table, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense qu'en Europe, quand même, on regarde à la fois l'adaptation et la transition. C'est-à-dire qu'en fait, on a en général un œil sur les deux, en fait. On ne met pas l'adaptation de côté, quand même, parce que... Bon, mais c'est plutôt une vision risque dans ce cas-là. C'est-à-dire que c'est une vision risque. Et... Moi, je voulais peut-être, si vous le permettez, revenir sur votre question sur l'accélération. Je pense qu'il y a vraiment une accélération, notamment dans la population des plus petites entreprises en France, qui est assez certaine. Je vais prendre deux raisons, et puis je vais étendre un peu la question. On vient de sortir notre baromètre que l'on fait tous les 3 mois avec Rexecode sur l'état des investissements, le baromètre de conjoncture PME classique, quoi. Donc c'est 600 réponses, 2000 interrogés, enfin, etc. Donc c'est assez significatif. Et au contraire de ce qu'on entend beaucoup et ce qu'on dit beaucoup, le moral des entrepreneurs n'est pas si mauvais que ça, en fait, plutôt bon. C'est une bonne nouvelle, effectivement. Alors évidemment, il y a des secteurs très touchés. Si je mets de côté ces secteurs-là et que je ramène par exemple sur l'industrie ou le commerce, voilà, là on est plutôt sur des choses plutôt positives. En fait, on a 57% des entrepreneurs qui disent investir cette année. C'est-à-dire ce qui est investir bien. Ou avoir l'intention d'investir, engager des investissements ou la volonté avoir l'intention d'investir sur les 6 mois qui viennent. D'accord. Voilà. Donc c'est un bon chiffre qui est en forte croissance par rapport à il y a 3 mois. Mais la plus grande beauté de ce chiffre, je trouve, pour moi, c'est que dans ces 57%, il y en a 35% qui prennent comme raison la transition écologique énergétique. D'accord. Ce qui est énorme, c'est plus 10 par rapport à il y a 3 mois. 10 points. Donc c'est incroyable. Hein. Et par ailleurs, un autre point, on va sortir une autre étude. Là, on a fait une sorte de taxonomie ou mapping des différents types d'entrepreneurs en France. Donc là, c'est une sorte de petite avant-première que je vais vous dire. Et on a regardé ça avec des méthodes statistiques un peu sophistiquées, voir quels étaient les intérêts des entrepreneurs, quel était leur management, etc. Et il y a une classe d'entrepreneurs qu'on ne connaissait pas, qui est sortie, qui représente un petit peu plus du quart des entrepreneurs français, qui met en avant plus les thèmes de bonheur des salariés et d'impact sur l'écosystème, plus que la maximisation du profit. C'est-à-dire qu'on les a fait classer quels étaient leurs objectifs. Et je trouve ça très intéressant parce que ça veut dire que... Alors, ça pose des tas de questions de corrélation sur la performance, etc., qu'on n'a pas faites, hein, pour être clair, hein, parce qu'on n'a pas toutes les données, mais on va le faire. Mais c'est très intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a tout un quart, quand même, c'est énorme, hein, qui disent qu'ils ont fait passer un certain nombre de critères extra-financiers devant le critère financier.
Et le troisième sujet que je voulais donner pour dire que ça s'accélérait, c'est qu'il y a quelques temps, il y a 1 an et demi à peu près, j'ai participé à une réunion de fonds souverains mondiaux, grande réunion de fonds souverains mondiaux, à huis clos. Premier sujet à l'ordre du jour, c'était comment on gère la problématique climatique et comment on profite du sujet climatique pour faire des investissements performants pour le futur, parce qu'on aura choisi les bons chevaux dans notre portefeuille. C'est exactement ce que vous disiez, quoi. Il y a des gens qui vont devoir s'adapter profondément, mais ceux qui vont y arriver dans certains secteurs vont avoir une performance très supérieure, en fait. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, je trouve également, de se dire on n'est pas au fond du trou, qu'est-ce qu'on fait, ça va changer, donc accompagnons ce changement. Il va y avoir besoin d'investissement. Justement, on a beaucoup d'argent. Et en fait, d'un point de vue business, c'est pas si idiot que ça. Donc on dépasse très largement l'adaptation. Là, c'est la transition en tant qu'outil de production et de valeur ajoutée, quoi. Alors vous avez cité BlackRock, des fonds d'investissement, on a des établissements financiers présents ici. Est-ce que finalement aujourd'hui, les banques et les financiers sont eux-mêmes suffisamment exemplaires? Ils viennent demander des preuves de transformation des entreprises, ils viennent examiner ces preuves. Est-ce qu'eux-mêmes sont exemplaires et est-ce qu'eux-mêmes on leur demande des preuves de leur exemplarité? Vous voulez que je continue? Alors, d'abord, il faut être exemplaire pour demander aux entreprises des preuves d'exemplarité, même si parfois les financiers vont le faire pour compte de la loi, hein, puisque je rappelle que sur la taxonomie, par exemple, ça va être une sorte de demande induite, en fait. Ouais. Hein, puisqu'on dit la taxonomie, c'est pas pour les PME au début, mais comme les établissements financiers vont y être soumis et que dans leur portefeuille, ils ont des PME, le raisonnement va vite. Hein. Mais il faut être exemplaire, bien évidemment. Il faut accompagner son portefeuille. Pour moi, être exemplaire, c'est accompagner les entreprises qu'on finance à aller dans les transitions dont on parle. Voilà. Ne pas être exemplaire, je vais vous dire quelque chose qui n'est pas consensuel, je pense. Ne pas être exemplaire, c'est dire je ne veux pas de cette entreprise, je ne veux plus cette entreprise dans mon portefeuille, parce que le fait de la sortir va descendre mon intensité ou mon bilan carbone de mon portefeuille. Pas d'exclusion. Ça, je trouve que... Alors, il y a évidemment des exclusions dans certains secteurs. Les secteurs, comme le disait Eva, qui sont totalement... voilà, il faut les exclure, hein, je suis d'accord. Hein. Mais il y a des secteurs, dans l'industrie par exemple, il vaut mieux dire que je vais la refinancer, cette entreprise, pour qu'elle progresse et qu'elle gagne en crédibilité, qu'elle gagne dans le truc, plutôt que de dire je vais la sortir parce qu'elle abîme mon bilan carbone. Ça, c'est vraiment un manque d'exemplarité. Et je pense que c'est un risque que l'on court, hein, un risque massif. C'est très juste et nous on le voit dans l'ISR parce que du coup il y a une partie de nos activités que j'ai pas présentée encore. Effectivement on travaille sur la data, justement sur l'épargne et on essaie d'analyser tous les impacts climatiques et sociaux de tous les produits d'épargne, du livret A à l'assurance vie, au PER, à l'épargne salariale. Rien qu'un petit état des lieux pour commencer. C'est vrai que les banques et les investisseurs demandent effectivement beaucoup d'exemplarité en termes de transparence, mais en termes de transparence aujourd'hui le métier de l'épargne c'est une catastrophe. Nous ça fait 3 ans qu'on travaille à structurer cette base de données pour analyser concrètement le sous-jacent d'un produit d'assurance vie. Donc, mon livret A, concrètement, quand je mets de l'argent sur mon livret A, qu'est-ce qu'il finance? Qu'est-ce qu'il finance, voilà. Et un produit d'assurance vie, qu'est-ce qu'il finance? Et aujourd'hui, donc, à part effectivement la Caisse des dépôts sur lequel on a une visibilité de 60% des investissements de la CDC, sur les banques et sur une partie aussi des investissements de la CDC, on a aujourd'hui aucune visibilité sur quelles sont réellement les entreprises qui sont financées par ces produits-là. Donc aujourd'hui, ça rend effectivement les analyses environnementales et climatiques extrêmement complexes. On a aussi très peu de traçabilité, notamment sur des produits qui sont brandés comme développement durable, comme le LDDS. C'est régulé par l'État, mais à hauteur uniquement de 10% côté des banques qui vont vers la transition et 5% vers le solidaire, alors qu'on a quand même un produit qui s'appelle LDDS. Pour un épargnant, ça veut dire 100%. Et on n'arrive pas même à tracer au sein de la banque si c'est réellement placé ou pas dans ces entreprises. Et sur l'assurance vie aussi, qui est quand même un produit important pour les Français et qui est un produit qui finance l'économie. Sur les fonds euros qui représentent en moyenne 80% des produits d'assurance vie, on a aujourd'hui comme 10% de traçabilité.
pas plus. On sait un peu s'il y a de la dette souveraine, si on a de l'oblig ou si on a du titre, etc. Mais derrière, on a vraiment très peu de visibilité sur les secteurs financiers. Et le seul sujet sur lequel on a de la visibilité, naturellement, c'est les fonds qui sont cotés parce qu'on a de l'information qui est publiée au jour le jour et là, on récupère l'information. Donc, on a quand même réussi à faire des analyses d'impact climatique de tous ces produits, parce que finalement une banque c'est systémique, ça veut dire ça finance le marché, donc on arrive à effectivement avec de la stat etc à le faire, on arrive à avoir des échanges de plus en plus parce que les clients, les épargnants maintenant on les a vraiment mobilisés du coup avec notre application Rift et ils contactent leur banquier, ils nous mettent systématiquement en copie, on a eu plus de 10 000 personnes qui ont contacté leur banquier ou leur asset manager pour demander de la transparence, donc ils sont obligés de commencer à la communiquer, mais il va y avoir un vrai enjeu de transparence si on veut avoir des trajectoires. Et pour conclure, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit sur comment on fait pour avoir réellement de l'impact en finançant une entreprise. Et il y a beaucoup d'études qui montrent que l'ISR exclusif, ça veut dire celui qui exclut systématiquement, n'a pas d'impact à proprement parler parce qu'il y aura systématiquement un investisseur externe qui va venir compléter le tour. Aujourd'hui, les deux choses qui ont de l'impact, et si on fait autre chose, on ne peut pas dire qu'on a de l'impact pour moi, c'est l'engagement actionnarial, ça veut dire être extrêmement positionné sur son engagement, et c'est ce que nous on demande aux banques et les discussions qu'on a eues avec la CDC, etc. Concrètement, sur une motion climatique d'alignement avec 1,5 degré, qu'est-ce que vous votez? L'année dernière, typiquement Total, il y a eu une assemblée générale, qu'est-ce que vous avez voté sur la parité, pareil, etc. Donc ça, c'est le moyen d'évaluer l'impact. Et le deuxième moyen d'évaluer l'impact, c'est le financement direct de projets verts dans une entreprise, donc à travers des outils financiers qui sont extrêmement dirigés, même si c'est pas suffisant encore, comme l'obligation verte ou l'obligation sociale, où on est sûr qu'on va financer un projet vert. Mais tout le reste, tout l'ISR du reste, franchement, c'est bullshit. Et aujourd'hui, ça n'a pas réellement d'impact au niveau macroéconomique. Ça peut peut-être rassurer en termes de morale personnelle, mais ça n'a pas réellement d'impact sur le marché. Vous acquiescez. Embarquer aussi les consommateurs, les parties prenantes, le grand public, c'est ça aussi qui va aider à la transformation des entreprises? À la fin, il faut que le consommateur final, effectivement, soit sensibilisé, que lui-même envoie des signaux d'achat auprès des grandes marques B2C. Voilà, je suis d'accord avec ce que vous disiez là sur le greenwashing ou la transformation de la finance verte, elle est rapide, elle est un peu trop rapide d'ailleurs. Et les fonds d'exclusion, il y en a vraiment beaucoup. Oui, et puis quand on écoute la radio le matin, là, il y a une pub sur deux, c'est pour un produit de finance verte. Il faut voir aussi avec nous la dernière table ronde de la journée, elle est consacrée justement à cette thématique du greenwashing et à ce que signifient les labels et les classements. Voilà. Donc je pense qu'il va y avoir dans la finance verte un peu ce qui s'est passé sur les produits. Les produits, un certain nombre de labels maintenant, c'est pas parfait, mais quand on achète des produits de grande consommation ou des vêtements, il y a une meilleure compréhension des impacts environnementaux et sociaux. Voilà, sur la finance verte, on est au début, il y a la taxonomie qui va arriver, mais il y a d'autres choses qui doivent être faites. Voilà, aujourd'hui, on est approché parfois par des banques qui nous disent on veut lancer un produit exotique complet, on voudrait intégrer les données RSE et mélanger tout ça et ça paraît parfois un peu dénué de sens. Donc voilà, il y a plein de choses positives. Je pense que les acteurs historiques, voilà, qui sont depuis des années dans l'investissement à impact, voilà, ils font les choses sérieusement. Ceux qui sont arrivés très récemment, parce que depuis 12 mois, là, c'est vraiment très tendance, il y a plus de soucis à se faire. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup à tous les trois pour votre participation. Je vous rappelle que vous pouvez revoir ces débats en replay sur latribune.fr. Vous pouvez les écouter aussi en podcast sur Spotify. Merci à tous.